Oh! Faisais des percussions, là. Hey, bonjour! Bienvenue Bienvenue à Du Coq à l'âne Express en compagnie de Christopher Fernandez Prada, médecin vétérinaire, professeur et chercheur en parasitologie. C'est la version courte, la version résumé. C'est Express. C'est ça. Exactement. Avec qui on vient de faire un épisode long. Donc, allez écouter, regarder si ce n'est pas ici. déjà fait. Cliquez, non, c'est là. Normalement, c'est là que ça se passe. Non, mais cliquez là. Cliquez là. Moi, je voulais profiter de ton passage pour faire quelques minutes. Fait que là, je suis allé dans mon entourage de vétérinaires généralistes. Là, je les ai sollicités. Avez-vous des questions? Oui, j'ai sollicité pour des questions, puis il y en avait plein. Puis ce qui revenait, puis on en a un petit peu parlé tantôt, mais j'aimerais ça qu'on revienne quand même là-dessus parce qu'il y a différents aspects par rapport à ça. Il y a eu, dans les 3-4 dernières années, je pense que la pandémie a accentué ça, une tendance à prendre des rescues de chiens qui viennent de n'importe où sur la planète. Oui. On dirait qu'on a vraiment... On s'est dit, OK, c'est où qu'il y a le plus de maladies parasitaires endémiques, potentiellement transmissibles? Puis on a comme sélectionné ces pays-là. Je pense à des chiens qui viennent du bassin de la Méditerranée, par exemple, Liban, Brésil, j'ai vu des chiens aussi. Exactement. Fait que là, les questions, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce phénomène-là? Est-ce qu'il y a du réglementaire? Est-ce qu'il y a une réflexion par rapport à ça? Aussi pour les cliniciens, les praticiens vétérinaires, comment gérer ça? C'est des maladies qu'ils ne connaissent pas. Pendant longtemps, on n'a pas eu au Québec. Donc, ils sont vraiment un peu, je ne vais pas dire démunis, c'est peut-être gros, mais ils se demandent souvent quoi faire avec ça. Puis il y a des maladies là-dedans. La leishmaniose peut avoir une forme chronique aussi. Peut-être un peu démêler tout ça pour eux. Oui, mais en fait, ça touche une chose très sensible pour moi parce qu'on a fait beaucoup de campagnes contre ça. Dans le sens qu'on a eu des cas de gens, par exemple, dans Montréal, qui amenaient des chiens qui venaient des Landes. Donc, ils étaient très fiers d'amener des chiens qui étaient dans la rue en train de mourir. Mais l'Inde, par exemple, c'est encore la région la plus endémique pour la leishmaniose viscérale humaine, que les chiens vont l'avoir aussi. Et en plus, c'est les parasites les plus résistants sont en Inde. Donc, nous, on a essayé d'interdire ça d'une façon plus directive avec les gouvernements. Donc Vous avez l'air des méchants dans ce temps-là? Oui, non, mais c'est ça, parce que nous, on est les méchants, on est cachés derrière notre bureau et on ne veut pas que les chiens soient sauvés. Mais, tu sais, il y a eu récemment une controverse là, parce que les règles pour traverser la frontière aux États-Unis, que les chiens allaient changer par rapport à la rage, examen vétérinaire avant. Mais de l'autre côté, on peut importer des chiens de la rue de l'Inde sans aucune question. Non, mais exactement ça. Nous, on travaille fort pour que... Je vais reprendre mes mots. C'est difficile d'un point de vue acceptation sociale. Donc, au moment que nous, on avait réussi... plusieurs personnes, on a fait beaucoup de pression pour qu'au moins les animaux soient vermifugés quand ils rentrent au Canada. Donc, ça a des règles maintenant que les animaux de compagnie doivent être vermifugés et les démontrer, malgré que ça ne tue pas toutes les parasites. Ça fait rien contre la leishmaniose. C'est ça. Mais au moins, on a une certaine garantie que certains pathogènes vont être éliminés. Donc, déjà sur les réseaux sociaux, c'est encore les mêmes gens qui sont en train de faire du fear-mongering pour éviter qu'on a la liberté, nous, comme Canadiens, de faire ce qui nous plaît. Donc, il y a vraiment une forte barrière et je pense que la COVID a joué beaucoup dans ça. Et il y avait beaucoup d'interdictions, beaucoup de poids de la santé publique que des fois les gens ne comprenaient pas trop bien. Donc, il a manqué un composant éducation qu'on n'a pas eu le temps. Donc, je ne pointe pas des doigts, mais on n'a pas eu le temps d'éduquer la population sur les risques des pathogènes. On a dit non, c'est pas bon, on l'interdit. Donc, ça, c'est pas productif à long terme. Donc, on essaie de travailler même avec des organismes qui vont importer des animaux pour les mettre comme des pathogènes acceptables ou non acceptables. Et on demande qu'ils visitent un vétérinaire à l'origine avant de venir chez nous. Parce qu'ici, on manque beaucoup de tests homologués, je peux dire, pour utiliser au Canada, mais elles sont disponibles dans les pays endémiques. Donc, on peut avoir une espèce de passeport de voyage que les animaux, le vétérinaire va cocher quel pathogène, quel vaccin et tout, sont donnés à l'animal pour garantir un peu mieux tout ça. Ça va être très difficile et long à implanter. Ça va être peut-être pas accepté parce que, comme tu disais, les vétérinaires confrontent plein de choses déjà. Donc, ils ne sont pas eu le temps de se former pour résoudre ces nouveaux problèmes. Donc, nous, on fait des formations. Je fais quelques présentations pour des parasites un peu plus exotiques, je peux le dire comme ça.
qui viennent soit d'Europe, États-Unis ou l'Amérique du Sud pour aider vraiment les rentrer dans le différentiel. Et en plus, ça je ne devrais pas le dire, mais des fois quand un vétérinaire est en besoin, à la faculté, on essaie dans le laboratoire de le faire un peu pro bono et dire ben, on va aider à faire des tests maison pour ce parasite, essayer de trouver c'est quoi et de proposer un bon traitement. Donc, à la faculté, on a une mission d'éducation et d'aide. Donc, on fait ça, je dirais, de façon assez fréquente dernièrement. Parce qu'il y a même des chiens qui amènent, je ne sais pas, on a eu des chiens de. C'était où la Birmanie, je pense. Ah oui. Qui venaient même avec des tiques collées. Donc, dans le Ah ouais. voyage. Donc, tu ne les vois pas, ils sont dans la fourrure, tu ne les vois pas. Donc, quand ils arrivent au vétérinaire, c'est comme ces tiques-là, ça n'existait pas au Canada. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, pour moi, c'est très intéressant, mais d'un point de vue gestion des maladies, ces tiques-là transmettent 4-5 maladies qu'on ne connaît pas ici. On n'a pas de tests diagnostiques. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, ça augmente beaucoup le nombre de maladies à mettre dans le différentiel. Et après, il n'y a pas beaucoup d'outils disponibles. Donc, on essaie de vraiment empêcher que ça arrive. Donc, on est dans le mode prévention plus que. Tu sais, il y a 20 ans, on aurait dit, il y a l'hiver, ça va tout, tu sais, les tiques de Birmanie vont tout. Mais là, aujourd'hui. C'est un espagnol peut devenir québécois. Qu'est-ce que tu as dit? Il y a les tigres de Birmanie. Oui, non, c'est ça. De Birmanie maintenant aussi. Non, mais c'est ça, c'est qu'avec les changements climatiques, en plus, c'est que le potentiel d'adaptation, il est plus grand que historiquement, peut-être. Puis le bassin, là aussi, à un moment donné, c'est que ça rentre plus qu'avant. Avant, il n'en rentrait pas tant que ça. Il en rentre beaucoup maintenant, ces animaux-là. Moi, tu sais, les TVT, je suis revenu des États-Unis en 2007. Mais ah oui, c'est vrai, tu me disais ça que vous en voyez. Parce que des tumeurs vénériennes transmissibles, j'en ai vu 4 l'année passée. Mais, normalement, on ne voyait jamais ça. Donc, pourquoi j'en ai vu 4? C'est 4 chiens qui venaient de. Puis il y en a des fois qui sont un individu qui a décidé de ramener un chien du Mexique. Bon, OK. Mais il y en a d'autres, c'est des chiens qui ont été adoptés par des organismes qui font venir des chiens de ces pays-là constamment. Autant je vois la beauté du geste, puis je comprends pourquoi ils le font. Mais il y a le côté, peut-être, est-ce qu'il y a moyen de faire des examens à la source, puis ou même à l'arrivée ici, de faire un meilleur examen à l'arrivée avant de le lancer, pas dans la nature, mais de le lâcher au contact des autres. Non, et un autre aspect que c'est de promouvoir beaucoup, c'est on a des produits pour les parasites, on les donne. Donc, des fois, on va claimer qu'on a donné un traitement antiparasitaire, donc tout est bon, mais on ne fait pas de tests diagnostiques pour savoir ce qu'il a des autres choses. Parce que les produits, vous connaissez bien les étiquettes des produits, sont approuvés pour certains parasites. Ils vont cibler des autres qui ne sont pas dans l'étiquette. Ça, on le sait aussi, mais c'est pas avoir des choses qui ne sont pas. Il n'y a rien qui fonctionne contre 100%. C'est ça contre tout. Donc, c'est important aussi de garder en tête si on a un nouveau animal qui arrive, au pays, à la Provence, essayer de faire un test de dépistage général en panel de maladies pour voir si on a quelque chose qu'on devrait surveiller plus en détail. Puis si les gens, les vétérinaires ont besoin de conseils ou de te parler, c'est quoi le meilleur moyen pour contacter le labo de Parasito? C'est courriel, c'est... C'est vraiment ça, ton coq à l'âne express, c'est donner ses coordonnées. Non, mais est-ce que c'est lui qui l'a dit? On aide souvent des gens. Oui, je me dis, c'est quoi le meilleur... C'est un peu controversé, je suis très honnête avec vous, parce que la masse de réponses qu'on peut donner, c'est pas assez... élevé. Donc, je dirais, je suis tu peux pas passer ton temps à répondre. Je suis toute seule. Non, mais je dirais, je suis toute seule. Déjà, tu passes beaucoup de temps, j'imagine, à répondre à... Oui, mais c'est une grosse partie de ta mission. C'est une belle source d'information. Ça me tient en contact avec les vétérinaires. Ça m'aide. Donc, c'est vraiment fantastique. Mais en même temps, je n'arrive pas à fournir au niveau que j'aimerais. Donc, vous êtes combien de parasitologistes? Je vais le mettre entre guillemets, mais parasitologistes au Québec? Mais un. C'est ça. C'est un par école? Est-ce qu'il y en a à l'extérieur des écoles? C'est un par école. Maintenant, je sais que différentes compagnies de diagnostic commencent à avoir des experts qui sont décentralisés. Donc, elles peuvent donner des soutiens aussi. Et on travaille tous ensemble, même si c'est des compagnies privées et tout. On essaie de collaborer pour avoir une mission conjointe, mais pas beaucoup, honnêtement. Non, c'est ça. C'est parce que moi, je trouve qu'on n'est pas beaucoup. On est 6 ou 7 oncologues, là, mais... Puis on a beaucoup de questions. J'imagine être puis avec une maladie avec un groupe de maladies que tous les animaux peuvent avoir. Oui, c'est ça. Et puis toutes les espèces aussi, parce que c'est multi-espèces. Mais moi, est-ce qu'il y a encore le bar laitier à Saint-Hyacinthe qui s'appelle La Lichette? Y avait-tu un bar laitier qui s'appelait Attends une minute. C'est ça ta capsule express de parler des bars laitiers qui s'appelait La Lichette, de quelle sorte de parasites tu vas me parler? Bar laitier. Non, ce que je veux dire, c'est que tu devrais ouvrir un bar laitier juste à côté qui s'appelle Lèche-Mania. Puis les gens vont... Ça s'appelle Lèche-Mania, puis c'est à côté de La Lichette. Ah, ça serait bien. La Lèche-Mania. Oui, bon, en tout cas. Puis sinon, je me suis posé la question, tu as une jeune fille à la maison, puis est-ce que
si elle décide... je pensais au parc à chiens. Les parcs à chiens. Ah là. oui, ça c'est magique, oui. Toi, est-ce que quand tu vois un parc à chiens, qu'est-ce que tu vois avec tes lunettes spéciales? Honnêtement, on a eu un cas très, très, très rigolo. Rigolo, c'était pénible, mais c'est un de mes étudiantes maîtrises à l'époque arrive au labo, blam, 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 pâle. Ben, il avait un gars qui faisait des push-ups dans le parc à chiens. Oui, c'est ça. C'est le parc à chier aussi. Oui, c'est ça. C'est tout ça, en fait. C'est ça qu'ils font, là. Donc, elle a pris l'initiative d'aller lui parler, de dire, écoute, il a des risques ici. Ne me dérange pas, je vais changer de place des mains si ça te dérange à toi. C'était comme, OK. Donc, elle essayait même d'éduquer d'une façon, avec une approche simple et tout. Mais donc, les parcs à chiens sont quand même dangereux pour les animaux qui sont sur prévention. Ils ne sont pas sur prévention. C'est ça. Non, mais la raison pour laquelle je mentionnais ta fille, c'est parce que moi, je vais des fois au parc. Il y en a un parc à Montréal, puis mon garçon de 2 ans et demi, je ne suis pas sûr que je vais le mettre là parce que je sais que dans 1 minute, il est à 4 pattes. Là. Ouais. Puis, je dis, mais en même temps, dans la vicinité du parc à chiens, quand on s'éloigne, il y a quand même une concentration autour du parc à chiens aussi. Ouais. Mais parce que sur les parcs à chiens, souvent, il y a les règles. Il faut que le chien ait sa médaille de la ville, il faut qu'il soit il faut ramasser les crottes après, oui, etc. Mais tu sais, il y en a qui sont petits, il y en a qui sont grands, et il y en a que les gens ne ramassent pas parce que le parc à chiens est plus grand. Puis quand tu vas dans le fond du parc pour ramasser ton caca, tu te rends compte que tu n'es pas sûr que c'est celui de ton chien que tu vas ramasser. Là. Ah ouais. Puis, c'est toujours beaucoup plus dégoûtant de ramasser le caca froid que le chaud, parce que le chaud, si tu sais que c'est le chien, c'est ton chien qui vient de le faire. Le froid, tu ne connais pas le chien. On dirait que c'est pire. Ça me semble que c'est gros pour lui. Ah non, c'est froid, c'est pas lui. Mais là, tu l'as pris, fait que tu vas te dire, je vais l'enlever. Ben là, quand tu l'as dans ton sac, tu vas le prendre, puis là, tu vois le fumant à côté. Ça, c'est mon chien. Mais en tout cas, c'est juste que je me suis posé cette question-là dans le sens où les parcs à chiens, justement, ça doit être quand même contaminé, ces terrains-là, de parasites. Oui, non, on n'a jamais fait des études, mais par exemple, au Portugal, une collègue, elle a fait des études, il avait des prévalences de toxocara dans l'environnement de 30-40 %. Ah oui. Des parcs familiales, même pas des parcs à chiens. Ah oui. Donc, même parc familial pour aller... Où il y a des chiens qui On a des chiens aussi. Donc, dans les parcs... Dans des parcs à chiens, ça monte encore plus. Donc, oui, c'est une sorte de risque. Mais finalement, ma question, c'est laisserais-tu ta fille marcher à 4 pattes dans un parc à chiens? Honnêtement, elle est une force de la nature, donc je ne peux rien interdire. Je peux essayer mon mieux. Dans les céréales le matin, il y a du fenbendazole. C'est ça. Donc, on va mettre de l'ivermectin en masse. Il fait exactement ce qu'on dit de ne pas faire. C'est ça. On les met des colliers antitiques et tout, donc elle va full l'équiper, non. Mais je ne sais pas, parce que tu ne sais jamais où est-ce que tu vas trouver la crotte qui va avoir ton prix. Donc, c'est quand même... c'est quand même... Mais toi, en plus, c'est ça, ton travail, littéralement, mais peut-être pas de toi, mais dans le laboratoire, vous travaillez dans... Vous êtes toujours dans la merde. On est toujours emmerdé. Oui, clairement. Mais, c'est ça. Tu avais une autre question dans ton express ou c'était ça? C'était ça. C'était très bien, je trouve. Moi, c'était un des meilleurs express qu'on a fait là, dans les 5 dernières minutes. Non, mais merci beaucoup. Merci de ta générosité, du temps passé avec nous. C'est toujours... C'est super plaisant. Envers et contre tous. Et nous, on se donne rendez-vous la prochaine fois. Pour très, très bientôt. Merci. Et qu'on fasse jouer ça, cette petite musique-là d'animaux qui aboient. Non, il n'y a pas d'aboiement. Miaou, miaou. Regarde, je te l'avais dit. Ah Et bien voilà qui conclut cet épisode. On espère que vous avez apprécié ça autant que nous, on a eu de plaisir à le faire. Eric? Et si vous avez aimé ce que vous avez entendu, abonnez-vous sur toutes les bonnes plateformes de podcasting et sur nos médias sociaux. Et on se revoit au prochain épisode. Ah oui,